Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. A-t-on vraiment les moyens d'envoyer des volontaires en Ukraine? Que doit faire l'Europe pour se réarmer? Aujourd'hui, eurodéputé LR, le général Christophe Gomard va nous dévoiler ses propositions. Il vient de rendre un rapport sur le sujet. Au lendemain d'un nouvel oral de François Bayrou, cette fois-ci au JT de France 2, pour convaincre les députés de lui voter la confiance, le verdict de l'opinion, il est implacable et sans appel. Décryptage dans cette émission avec Erwan Lestrohan d'Odoxa. Et si pour mieux rétablir les comptes et les chiffres, il ne fallait pas se plonger dans les lettres, aussi bien classiques que modernes. C'est ce qu'a fait en tout cas notre consoeur Anne de Guigné. Les grands auteurs, les grands classiques ou les écrivains d'aujourd'hui saisissent mieux que personne l'économie et les finances. C'est aujourd'hui en tous les cas notre perspective et je ne vous le cache pas, notre point de vue. Bonjour Christophe Gomard. Bonjour. N'est-ce pas mettre la charrue devant les bœufs de proposer une coalition de volontaires et des garanties de sécurité à l'Ukraine avant que soit signé un cessez-le-feu ou un accord suspendant le langage des armes? Alors, ce qui est intéressant avec l'Union européenne et l'Europe, et donc ce qu'annonce Emmanuel Macron, c'est qu'en fait on a une vision stratégique, mais on n'a pas de plan de paix. Donc c'est facile de dire on va mettre des gens, mais il y a des conditions. On ne mettra des gens que s'il y a la paix. Et on n'y est pas encore, on est loin d'y être. Mais question, finalement, est-ce que ce n'est pas reporter la perspective d'une paix que de dire on va mettre des gens pour garantir cette paix? Alors, moi j'ai deux images en tête. J'ai l'image du défilé en Chine, où on voit, de cette semaine, où il y a une démonstration de force militaire, et les Européens qui disent on va mettre des gens en place s'il y a la paix, mais combien va-t-on en mettre? Si on regarde bien, l'Italie a dit qu'elle n'irait pas, l'Allemagne a dit qu'elle n'irait pas. Je crois qu'il est question de quelques milliers. Quand on sait que sur le front, il y a 1 million de Russes d'un côté, 800 000 Ukrainiens de l'autre, on voit bien que le différentiel est incroyable. Donc en réalité, l'Europe cherche à exister, mais l'Europe est impuissante. Elle est non puissante militairement. Diplomatiquement, on voit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne pèse pas, mais elle ne pèse pas parce que militairement, elle ne pèse pas. S'il n'y a pas de puissance, la parole ne compte pas. Si on a un bâton, eh bien, on est entendu. Si on n'a pas de bâton, on n'est pas entendu. L'Europe, je crois, en est là. Elle cherche à exister. On a bien vu les bons élèves face au professeur Trump à la Maison-Blanche. Ils ont tous acquiescé au pied du chef. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette image, d'ailleurs? Eh bien, que l'Europe ne pesait peu et que la France encore moins, malheureusement. Emmanuel Macron, en fait, à chaque fois, se sent obligé d'y aller avec d'autres. Mais la voix de la France ne pèse plus. La France a quitté l'Afrique, la France ne pèse plus sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan économique. Pourtant, la France dispose encore d'une armée opérationnelle capable d'agir partout dans le monde. Mais est-ce que, par exemple, si on a une armée opérationnelle capable d'agir un peu partout dans le monde, a-t-on les moyens d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine pour autant? Alors les garanties de sécurité, la première des garanties, c'est l'armée ukrainienne elle-même. Donc on cherche à la renforcer. Enfin, l'Europe souhaite la renforcer. Est-ce qu'elle donne des signes de faiblesse? C'est ce qu'ont montré d'ailleurs les reportages du Figaro ce matin. Oui, elle donne des signes de faiblesse pour une bonne raison. C'est que sur le plan du nombre de soldats, il y en a de moins en moins, ils ont du mal à mobiliser, contrairement aux Russes. Et une armée, c'est d'abord des hommes. C'est bien sûr des drones, c'est des équipements, et on en reparlera, mais c'est des hommes. Et l'Ukraine, c'est 30 millions de personnes aujourd'hui, la Russie, c'est 140 millions de personnes. Donc on voit bien qu'on arrive à un différentiel qui est très difficile pour les Ukrainiens. Maintenant, des garanties de sécurité. J'entends bien qu'effectivement, il faut que l'Ukraine préserve son indépendance, son autonomie, ce que lui refuse la Russie. Mais ce dont on ne parle pas, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à un plan de paix en réalité? C'est que la Russie vise un objectif dont personne ne parle, c'est Odessa. La Russie veut Odessa, qu'elle considère comme une ville russe. Mais si... donc la guerre n'est pas terminée, parce qu'ils en sont quand même ils en sont loin. Mais je pense que dans les discussions, il faut qu'Odessa soit russe, considérant qu'Odessa est une ville russe. Mais si on leur donne le port d'Odessa, évidemment, pour l'Ukraine, ça change tout, parce qu'Odessa reste un port ukrainien. Donc je pense que la difficulté est sur cette ville d'Odessa, dont personne ne parle, mais dont je pense que c'est le vrai game changer d'un côté ou de l'autre. Vous venez de rendre un rapport sur l'industrie de défense européenne. On a vu d'ailleurs la couverture tout à l'heure et les moyens de la relancer. On va le regarder en détail. Question préalable. Est-ce qu'acheter du matériel américain pour soutenir l'Ukraine est le meilleur moyen de développer une industrie de défense
européenne autonome? Je sais que cette question peut vous paraître un peu facétieuse. Non, vous savez, ça n'est pas justement, c'est l'un de mes combats au Parlement européen, c'est que l'argent européen serve à acheter européen. Et l'industrie défense européenne a 3 défis face à elle. C'est le nombre de commandes, le besoin de commandes publiques, c'est la capacité de produire et c'est la capacité à avoir des investisseurs. Mon rapport traite de ce troisième défi. Mais pour ça, en effet, il faut rassurer à la fois les industriels et les investisseurs. Et comment fait-on? Eh bien, en faisant en sorte que tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 États membres, aient une loi de programmation militaire. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls 6 pays sur les 27 ont une loi de programmation militaire, donc avec un objectif... Mais comment font les autres pays qui n'ont pas de loi de programmation militaire? Chaque année, ils se disent on va aller jeter un peu de chars, un peu d'avions... C'est un peu ça, en fonction des besoins. Et comme ils n'ont pas vraiment de plan, de planification, ils vont acheter au plus offrant du moment, qui bien souvent sont les Américains, estimant qu'en effet, les capacités de production européennes sont insuffisantes. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quand vous achetez, par exemple, un F-35, en réalité, ils vous en vendent un tout de suite, mais les autres, vous les aurez dans 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en attendant, vous allez attendre. Donc ça, c'est rassurer les investisseurs et rassurer nos industriels avec une visibilité. Et puis, il y a également renforcer la préférence européenne. Christophe Gomard. Alors, justement, on va y revenir à la préférence européenne. Question juste avant. Vous venez de parler d'une loi de programmation militaire. Ces lois de programmation militaire, ce que vous souhaitez pour rassurer les investisseurs, pour rassurer les industriels, c'est qu'elles soient adoptées au niveau national. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait au niveau national, d'abord parce que pour moi, il n'y a pas d'armée européenne. Certains voudraient une armée européenne. Les armées, elles restent nationales et souveraines. Ensuite, il est bien évident qu'il faut, pour coordonner l'ensemble, sans doute un état-major de l'Union européenne beaucoup plus fort qu'il n'existe aujourd'hui. Aujourd'hui, cet état-major de l'Union européenne, c'est environ 100 à 120 officiers. Mais pourquoi faire un état-major de la... Eh bien, si jamais il s'agit de réagir. Aujourd'hui, l'état-major de l'Union européenne, c'est un état-major de crise. Mais si on veut un état-major capable de planifier et de conduire une guerre, au niveau européen, j'entends, eh bien, il faut que cet état-major soit largement renforcé. L'état-major de l'OTAN, par exemple, c'est 2000 officiers, enfin, c'est 2000 personnes, avec un budget de 2 milliards d'euros, alors que le budget de l'état-major de l'Union européenne, c'est 30 millions d'euros. Donc on voit bien également ce différentiel. Mais les gens me disent, oui, mais l'OTAN, c'est notre ligne de défense. Mais préparons une deuxième ligne de défense, parce que si les Américains décident de se retirer, et on voit bien qu'avec un Donald Trump, on n'est pas certain... Les Américains, aujourd'hui, montrent qu'ils veulent se retirer. Est-ce qu'il n'est pas temps de se dire, bon, on va européaniser l'OTAN, si on veut une armée européenne, à condition qu'on veuille une armée européenne, ce qui est un autre débat, est un vieux débat en France. Je ne parle pas d'armée européenne, je parle d'un état-major européen qui permette en effet de conduire, de planifier des opérations avec des contingents qui sont issus des armées nationales et souveraines. Il y a un chiffre très intéressant, Christophe Gomard, ce sont les écarts, en lisant, quand je vous ai lu, et en particulier le discours que vous avez prononcé pour présenter ce rapport, un chiffre m'a énormément frappé, les écarts entre les montants consacrés à la défense entre les États-Unis et les pays européens. Dites-moi si j'ai bien lu, si je vous ai bien entendu. 1000 milliards d'euros par an pour les États-Unis, 370 pour les pays européens, c'est bien ça? C'est ça, de manière annuelle. C'est ça, 1000 milliards par an, les États-Unis sortent 1000 milliards d'euros. On va faire comme François Bayrou, 1000 milliards d'euros. Oui. C'est gigantesque. Et on voit bien, alors, de milliards d'euros. Évidemment, les États-Unis veulent être les gendarmes du monde. Ça n'est pas le cas de l'Europe. Mais l'Europe, si elle veut peser, en effet, doit se réarmer. Et pour se réarmer, il faut financer ce réarmement. Quand j'entends un président de la République comme Emmanuel Macron ou un Sébastien Lecornu, ministre des Armées, disant on est en économie de guerre, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas eu 1 euro de plus. Au contraire, il y a même un trou de 8 milliards d'euros pour investir. Et quand vous parlez à nos industriels, ils vous disent mais attendez, on n'a pas eu de commandes supplémentaires. Et les 800 milliards du plan Réarme Europe annoncé par Ursula von der Leyen, en réalité, ce ne sont que des facilités de paiement. C'est-à-dire que même 800 milliards, c'est totalement insuffisant en réalité. Et une première recommandation dans votre rapport, c'est une vision stratégique claire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, est-ce que les pays européens, aujourd'hui, quand on a une vision stratégique, c'est qu'on sait dire quel est son ennemi? Est-ce que les pays européens parviennent à déterminer qui est l'ennemi? Alors aujourd'hui, tout le monde dit que c'est la Russie. Et tout le monde dit que dans un deuxième temps, ça pourrait être d'autres grands pays comme potentiellement la Chine ou d'autres. Mais pour moi, on a un ennemi économique aujourd'hui
qui sont les États-Unis d'Amérique. Et face aux États-Unis d'Amérique, qui imposent, oui, c'est un autre type de guerre, dans laquelle on a capitulé. Et Ursula von der Leyen a capitulé face à Donald Trump. Et comment vous pouvez dire ça si on a, par exemple, si on reste dans une alliance militaire avec les États-Unis, dirigée par les États-Unis? Oui, mais comment faites-vous pour... Les États-Unis vous imposent de dépenser de l'argent uniquement aux États-Unis. 600 milliards d'euros, plus 1200 milliards d'euros pour acheter les puces électroniques fabriquées aux États-Unis, plus acheter 750 milliards d'euros de pétrole et de gaz américains. Mais quand arrêtons-nous d'investir aux États-Unis et investirons-nous en Europe? C'est-à-dire que l'argent des Européens, l'argent de nos impôts, doit servir à acheter européen. Et c'est bien pour ça qu'il existe une banque européenne d'investissement, la BEI. Cette banque européenne d'investissement, aujourd'hui, en fait, elle prête de l'argent, mais uniquement pour des achats non militaires. Il faut élargir son mandat pour que cette banque devienne la banque de la souveraineté et de la défense et de la sécurité. Et au-delà de ça, il faut mieux accompagner nos PME grâce aux chambres de commerce. Vous savez qu'en Europe, il y a des chambres de commerce dans tous les pays. Alors c'est soit publiques, soit privées. Mais ces chambres de commerce doivent aider ces PME. En France, on a quand même plus de 4500 PME qui travaillent pour la base industrielle et technologique de défense. Aider ces PME à avoir accès à ces fonds de l'Union européenne. Et ça, c'est absolument indispensable. C'est l'une de mes propositions. C'est qu'au niveau de chaque État, on aide ces entreprises de défense à accéder à ces fonds européens grâce, par l'intermédiaire des chambres de commerce. Et il faut lever également les freins à l'investissement privé. Alors justement, je regarde une autre recommandation et il me vient une question. Comment comptez-vous convaincre l'Union européenne que l'investissement dans la défense est compatible avec les financements écologiques et environnementaux? Il y a un vrai changement de mentalité à avoir. C'est-à-dire que dès lors que l'on parle de développement durable... Non, mais qu'il y ait une nécessité, Christophe Gomart, on peut être convaincu. Mais est-ce que vous pensez que vous allez arriver à convaincre les Européens, à convaincre vos collègues, d'ailleurs, eurodéputés? Alors, je l'espère. J'espère. J'attendrai de voir votre dialogue avec les écologistes allemands. Ça eh bien, figurez-vous qu'on a commencé à dialoguer avec les... Vous savez, moi, je suis le rapporteur. Et il y a ce qu'on appelle des shadow rapporteurs qui sont issus de chaque groupe politique. On a commencé à discuter avec eux et ce matin, mon équipe a commencé à discuter avec eux. Par exemple, avec les gens de The Left, donc de la gauche, dans lesquels siègent les gens de LFI, mais ce n'est pas exactement LFI, The Left au niveau européen. Eux, ils sont pour. Ils sont pour financer, avoir une défense. D'abord, bien souvent, il y a des Finlandais, il y a des Baltes qui, eux, connaissent la menace. La menace, elle est frontalière. Donc, eux sont bien conscients qu'il est nécessaire, en effet, que cet idéologisme écologique cesse et que la défense, investir dans la défense, on peut être fier d'investir dans la défense et non pas se retrancher en disant « Oula, développement durable, ça n'est pas possible ». Moi, je pense qu'il est absolument indispensable. On ne peut développer que si on est en sécurité. Et cette sécurité, on l'obtient si on est fort militairement. Et pour ça, il faut investir dans la défense. Quels sont aujourd'hui les autres freins concrets à lever pour faciliter l'investissement privé? Eh bien, c'est l'accès au financement de court terme des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises n'ont pas suffisamment de fonds propres, donc elles doivent avoir accès à des prêts. Aujourd'hui, la BEI prête maximum 1 milliard d'euros. Je pense qu'il est nécessaire qu'elle monte au moins à 4 milliards d'euros. Et au-delà de ça, il faut également stimuler la croissance de fonds dédiés défense. Vous savez que ce qu'on appelle des fonds large cap, pour les spécialistes, les États-Unis disposent de 30 fonds dédiés à la défense, fonds d'investissement dédiés à la défense, de plus de 500 millions d'euros d'actifs. En Europe, on ne dispose que de 4 fonds dédiés à la défense, supérieurs à 500 millions d'euros. Et ces fonds sont financés quoi? Par des investisseurs, par des gens qui veulent placer de l'argent? Exactement. Donc il est nécessaire en effet de pousser ces fonds parce que au-delà de ça, ces entreprises, ces PME sont rachetées non pas par des groupes français, mais bien souvent elles sont rachetées par des groupes américains, voire chinois, et on a des compétences et des savoir-faire qui partent chez nos concurrents économiques, chez nos adversaires économiques. Donc on voit bien qu'il est nécessaire de plus investir en Europe. Nous sommes 450 millions d'euros d'habitants. Les États-Unis sont simplement 350 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir convaincre vos homologues européens, non plus sur les questions effectivement environnementales, mais des homologues européens qui sont, j'allais dire pour certains, drogués depuis des décennies à l'idée que
de toute façon, la seule défense fiable, la seule industrie de défense fiable est forcément américaine. Alors, en fait, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que nos industries de défense européennes sont excellentes. On a les meilleurs ingénieurs en Europe, alors autant que les États-Unis, hein, j'allais dire. Mais il y a cette volonté en réalité de se dire, si j'achète américain, les Américains viendront nous défendre. Si j'achète du F-35, les Américains viendront me défendre. Mais je crois que ce temps-là est terminé. Il faut se rendre compte que quand on achète un F-35, on est totalement dépendant des États-Unis d'Amérique. On ne peut pas utiliser son F-35 comme on le souhaite. C'est comme ça d'ailleurs que les Égyptiens ont acheté du Rafale et non plus du F-16 ou du F-35 parce que les Américains leur avaient interdit de les utiliser, en particulier en Libye. Donc on voit bien qu'il est nécessaire de se désengager de cette dépendance américaine. Ce que vous dites finalement, c'est que l'avantage pour les pays européens d'acheter européen, c'est qu'ils pourront être beaucoup plus indépendants. Parce que de toute façon, même si on achète français, la France ne sera pas en mesure d'imposer des conditions comme des Américains peuvent imposer des conditions à d'autres pays européens. C'est tout à fait exact. Vous savez qu'il existe un rapport de force qui est plus favorable. Il y a un rapport de force plus favorable, mais il faut mettre le même rapport de force. Mais je ne suis pas certain aujourd'hui que tous les pays européens soient convaincus de ça. Et au Parlement européen, on s'aperçoit que les discussions, elles sont plus entre nations qu'entre groupes politiques, les différentiels. Et que quand on parle à un Polonais, il va vous dire « Mais moi, la préférence européenne, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère fonder une banque avec les Américains, les Britanniques, pour spécialiser pour la défense. » Or, je pense qu'il faut étendre le mandat de la BEI à, effectivement, à la sécurité et à la défense. Mais c'est l'une des questions, effectivement, comment on convainc, par exemple, les pays baltes et les pays, la Pologne, par exemple, qui sont de toute façon convaincus qu'il n'y a que les Américains qui pourront les protéger des Russes, de pouvoir acheter européen. Alors c'est vrai qu'il y a un manque de confiance en soi, et je pense que Donald Trump nous aide, parce qu'on voit bien que Donald Trump, lui, en fait, il se fiche pas mal des Européens. Ce qu'il veut, c'est que les Européens achètent américains, et les droits de douane sont tous favorables aux Américains. Et il est nécessaire, en effet, d'avoir d'autres relations, et pas uniquement avec les Américains. On s'aperçoit que le monde change, et je ne suis pas certain que les pays européens aient conscience de cela. Quand on regarde ce qui s'est passé à Pékin, c'est-à-dire que cette semaine, le nombre de chefs d'État qui sont allés avec Xi Jinping, avec Poutine, avec le leader nord-coréen, on voit bien qu'il y a une volonté de désoccidentalisation du monde, une volonté de dédollarisation du monde. Question à l'ancien directeur du renseignement militaire que vous êtes, Christophe Gomard. On a vu un impressionnant arsenal défiler. C'est le genre de spectacle auquel ce genre de pays nous habitue depuis une cinquantaine d'années, bientôt un siècle. Néanmoins, on n'a jamais vu la Chine gagner une guerre depuis Mao. Est-ce que derrière l'impressionnant attirail et l'impressionnant arsenal, l'impressionnante cacaillerie militaire qui a été exposée, il faut avoir peur? Vous avez peur de la Chine? Alors moi, je n'ai pas peur de la Chine directement. D'abord, de l'armée chinoise et de l'armée populaire chinoise. Alors, ils sont assez loin. Ce qui compte pour eux, c'est la masse. Sur le plan opérationnel, vous avez raison de souligner, on ne sait pas ce qu'ils valent. Ils avaient bien mis quelques soldats chinois sous casque bleu pour essayer de voir quelles étaient les capacités, les modes d'action des soldats occidentaux auprès desquels ils se trouvaient en tant que casque bleu. Mais on ne connaît absolument pas leur capacité réellement opérationnelle. Une armée occidentale est opérationnelle parce qu'elle sait faire fonctionner à la fois sa marine, son armée de l'air et son armée de terre. Et avec l'espace en plus. Donc on voit bien que cette capacité-là, je ne suis pas certain qu'ils la détiennent réellement. Ils ont voulu nous montrer leur force. Et en comparaison du défilé qui a eu lieu aussi à Washington, c'est le défilé voulu par Trump, après qu'il assistait à nos défilés le 14 juillet lors de son 2017. Premier mandat. Dernière question, Christophe Gomard. Est-ce que vous garantissez que l'investissement dans l'industrie de défense a des effets vertueux pour l'économie? Ah oui, bien sûr. Puisque... C'est pas une formule, ça? Non, je ne pense pas que ce soit... Quand vous allez visiter des industries, que ce soit à Bourges ou ailleurs, ou à Sorgues, ça fait travailler beaucoup de gens en réalité. Ça fait beaucoup et ça développe l'économie locale parce qu'il y a des sous-traitants, il y a des sous-traitants. Ça fait vivre. Quand vous installez une industrie dans un village, par exemple, on a installé une fabrique de poudre à Bergerac. Eh bien, à Bergerac, il y a tout le tissu local qui se recrée. Boulangerie, école, lycée.
faudrait peut-être que l'armée française rachète des mitrailleuses françaises et des uniformes français. Nous sommes bien d'accord avec ça. Dernière question, est-ce qu'il n'est pas trop tard, Christophe Gomard? Il n'est jamais trop tard. Je suis un véritable optimiste. Quel est le manuel d'instruction militaire qui détient cette phrase Non, mais je suis optimiste. Je raconte souvent ça, c'est que la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est qu'un pessimiste d'une opportunité voit un problème, alors que l'optimiste d'un problème voit une opportunité. Bon. Et je reste optimiste. La France et les pays européens ont les capacités de se développer leur propre défense et de développer leur propre autonomie stratégique. Merci beaucoup Christophe Gomard. Je ne sais pas si François Bayrou partage votre optimisme. En tous les cas, il a envie d'y croire, lui. On va y revenir dans un instant. En attendant, je signale que votre rapport est à lire et il est accessible bien évidemment sur Internet. Que veulent les Français sur le vote de confiance? La question qu'on va se poser maintenant. On va avoir la réponse parce qu'elle est claire, nette et sans bavure. Le Premier ministre, lui, a encore essayé de montrer qu'il y croit. En tout cas, il veut encore convaincre. Il l'a expliqué hier chez notre consoeur de France 2, Léa Salamé. Pourquoi je suis venu sur votre plateau? Pourquoi? Parce que vous m'avez invité. Je suis venu sur le plateau parce qu'on a besoin de convaincre. On a besoin, quand on croit quelque chose dans la vie, on se bat jusqu'à la dernière minute, on se bat au-delà de la dernière minute, on se bat au lendemain de la dernière minute, parce que la situation de la France, ça n'est pas le gouvernement. La situation de la France, c'est, hélas, l'équilibre que nous avons perdu de nos comptes et peut-être un peu de nos repères. Bonjour Erwan Lestron. Bonjour. On peut penser qu'il en faut plus pour que François Bayrou parvienne à convaincre les Français. Oui, c'est vrai qu'on a demandé aux Français, en pensant au vote du 8 septembre, si eux-mêmes, ils étaient députés, quel serait leur choix de vote. Et ce qu'on observe, c'est que les 3/4 des Français, 76%, nous disent qu'ils voteraient contre la confiance au gouvernement. C'est vrai que la semaine que s'était donnée François Bayrou pour convaincre ne semble pas vraiment porter ses fruits, parce que ces 76%, c'est même 3 points de plus que la semaine dernière. C'est l'effet inverse de l'effet escompté. Voilà, et ce que ça montre aussi, c'est que les Français sont prêts, dans leur grande majorité, à tourner la page du gouvernement Bayrou. Pourquoi tant de rejet à l'endroit de François Bayrou? Alors, ce rejet, il n'est pas nouveau. On a pu voir au cours des derniers mois que François Bayrou était le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. C'est ce que démontre d'ailleurs dans un autre sondage, le baromètre pour Verian, cette fois-ci pour le Figaro Magazine. Mais pour autant, il bénéficiait d'un certain sursis, parce que les Français se disaient une destitution de François Bayrou, c'est une nouvelle crise gouvernementale, c'est des nouveaux soucis de gouvernance, c'est de l'instabilité, c'est de la dette. Donc maintenons François Bayrou au pouvoir, quand bien même on n'en est pas satisfait. Le déclencheur de tout ça, l'accélérateur du rejet de ce gouvernement, ça a été les mesures annoncées pour lutter contre la dette publique au début du mois de juillet, les fameux 40 milliards, avec des mesures contre lesquelles les Français étaient vent debout. Ils nous ont dit qu'ils étaient contre la baisse des dépenses de santé, contre le principe de l'année blanche, et puis un totem qui a mobilisé les Français contre ce projet de budget, c'est les 2 jours fériés qui auraient été supprimés. Dans un sondage qu'on a fait au début du mois pour le Parisien, 84% des Français disaient qu'ils étaient contre. Donc finalement, ce qui a accéléré, c'est ces mesures qui ont été annoncées et le sentiment que François Bayrou ne serait pas à la hauteur pour désendetter la France, qui est un sujet qui intéresse beaucoup les Français. Dans ce cas de figure, il apparaît normal de tourner la page de ce gouvernement pour les Français. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous dites, c'est que l'opinion quand même est attachée à l'idée de vouloir désendetter. Est-ce qu'elle est prête à des sacrifices pour désendetter? Oui, mais alors c'est toujours pareil, c'est que est-ce qu'on diminue la dépense publique ou est-ce qu'on augmente les impôts? Les Français sont nécessairement plus favorables à diminuer la dépense publique. Maintenant, il n'a pas été trouvé de levier dans les dépenses publiques qui leur conviennent. Ce qui est intéressant, alors peut-être que les sondages ne le mesurent pas encore, mais c'est de savoir si les Français sont capables de faire des sacrifices sur le dos des autres, ou en disant il faut par exemple qu'on paye moins les retraites quand on est actif, ou inversement quand on est retraité, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à voir si les Français sont prêts à faire des sacrifices pour eux-mêmes.
C'est le vrai sujet. C'est que quand on regarde, quand on teste des mesures en sondage et qu'on leur demande s'ils sont favorables à une taxe des super profits, et vous allez être étonné, Vincent, mais très peu de Français font des super profits. Donc nécessairement, ils sont très peu concernés. Donc ils sont très favorables à la mise en place de cette taxe. Et identiquement, quand on leur demande s'ils seraient favorables à une augmentation de la fiscalité sur les très grandes entreprises, ils y sont aussi favorables. Mais ça ne les concerne pas directement. Ils sont pour une baisse des dépenses de l'État. Pareil, ils sont peu concernés. Donc c'est assez difficile de trouver des mesures où les Français sont à la fois concernés et à la fois prêts à faire des sacrifices. Mais en tout cas, évidemment, dans les sondages aujourd'hui, ils privilégient ce qu'on baisse les dépenses publiques. Ça demande à savoir dans quel domaine. Est-ce que c'est la défense, l'éducation, la santé? Et ils sont pour qu'on baisse plutôt la dépense publique et ils ne souhaitent pas qu'il y ait des hausses d'impôts parce qu'il y a cette conviction dans les classes moyennes que s'il y a hausse d'impôts, ça retombera fatalement sur les classes moyennes. Pourquoi il y a un phénomène intéressant, c'est que dans le rejet de la confiance, en tous les cas, dans le chiffre et l'item qui montre l'opinion des Français par rapport au vote de confiance de lundi, je vais y arriver, on voit que le rejet aussi est fort chez les Républicains. Oui, tout à fait. Et ceci dit... Un peu moins fort, mais enfin, il y reste très fort. Oui, bien sûr. On a 66% des sympathisants, les Républicains, qui ne sont pas alignés... 74% des Français. Donc oui, mais qui ne sont pas alignés sur leurs députés. Ouais. C'est quand même un point à noter, qui sont favorables à la destitution du gouvernement. Mais ceci dit, c'est pas tellement nouveau, parce que la réconciliation entre les sympathisants LR et François Bayrou, elle a été de très courte durée. Ça a duré sur le premier trimestre de l'année 2025. Assez vite, la cote de popularité de François Bayrou, quand on la regardait auprès des sympathisants LR, elle est passée sous la barre des 50%. Est-ce que les propositions des autres partis, comme le contre-projet du PS ou ce que propose le RN, peut convaincre ? Alors, dans une certaine mesure, mais il est inimaginable aujourd'hui qu'un parti propose un panel de mesures qui conviennent aux Français. Évidemment qu'il y a des mesures... Qui conviennent à l'ensemble de l'opinion. Voilà, parce que ce qui est très intéressant avec les sondages justement qui sont faits par Odoxa et Backwell Consulting, et on le voit depuis de semaine en semaine, c'est quand même l'extrême polarisation des différents segments de l'électorat. Quand il y a une mesure qui est très soutenue, quand il y a une mesure qui est très soutenue de façon globale, quand on regarde dans le détail, on voit bien qu'il y a plus un pôle de l'opinion qui la soutient qu'un autre. On a peu de mesures, peut-être la sécurité, paradoxalement, qui fait, elle, consensus, mais il y a peu de mesures qui fassent vraiment consensus dans l'ensemble sur l'économie. Sur l'économie, très peu. Et il y a énormément de mesures sur l'économie qui restaure d'ailleurs le clivage gauche-droite, la baisse des prestations sociales, la question de la taxe sur les profits, celle de l'augmentation des impôts, sont des sujets qui polarisent beaucoup. Donc pour l'heure, il n'y a pas de martingale idéale. On ne va pas tourner autour du pot, Erwan Lestrand. Derrière le rejet, en tous les cas le soutien à un vote de défiance à l'endroit de François Bayrou, il y a un rejet plus fort, très manifeste, c'est celui d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le sondage, on a demandé aux répondants, next step, qu'est-ce qu'ils attendent après le probable départ, le possible départ de François Bayrou. Ils sont 56% à nous dire on souhaiterait une dissolution et de nouvelles élections législatives plutôt qu'un simple changement de Premier ministre. Autrement dit, ils ne se voient pas repartir sur un épisode 3 de cette majorité introuvable dans une France ingouvernable. Ils ne se voient pas repartir après Barnier, après Bayrou, sur un troisième épisode où on recherche un Premier ministre. Ils souhaiteraient plutôt que les cartes soient rebattues avec des élections législatives. Mais là, ils souhaiteraient plus fortement encore que les cartes soient rebattues, c'est quand on les sonde sur cette histoire de départ d'Emmanuel Macron. Quand on leur demande « seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'Emmanuel Macron quitte ses fonctions de président de la République ?» 64% des Français nous répondent qu'ils y sont favorables. C'est très important. C'est 2 Français sur 3 aujourd'hui. Ça montre la profondeur de la rupture entre la population nationale et le chef de l'État. C'est relativement tabou et singulier. Ça n'est arrivé qu'une fois sous la Ve République, il y a plus de 50 ans, c'était le général de Gaulle en 69. Ce serait assez
inédit, c'est pour l'instant de la fiction. Mais ça dit quand même bien deux choses. Ça dit que dans l'esprit des Français, dans une grande mesure, le responsable de l'ingouvernabilité et de la crise, c'est Emmanuel Macron. Ça dit une deuxième chose aussi, c'est que les Français attendent très impatiemment 2027, parce que quand bien même il y aurait de nouvelles élections législatives, les Français ont peut-être en tête que ça ne produirait pas des rapports de force fondamentalement différents à l'Assemblée nationale. En revanche, ce qui peut faire office de Big Bang, c'est une nouvelle élection présidentielle. Néanmoins, les autres alternatives à un départ du président ne séduisent pas, effectivement, c'est ce que vous dites. Quand même, la dissolution, elle recueille, quand on regarde vos chiffres, plus d'assentiments que effectivement les autres alternatives. Oui, c'est ce que les Français ne veulent pas, finalement, c'est un espèce de statu quo avec cette majorité absente qui apparaît définitivement pour l'opinion comme une voie sans issue. Donc ils ne souhaitent pas qu'on reparte avec cette configuration où Emmanuel Macron nomme un Premier ministre qui aura une durée de vie limitée. Pour eux, les mêmes causes produiront les mêmes effets et il serait vain de nommer un Premier ministre qui ne durerait pas longtemps. Il faut des nouvelles élections législatives. Pour autant, ils sont 56% à y être favorables, ça monte, mais la photo finish en cas de nouvelles élections législatives n'augure pas de nouvelles majorités. Peut-être, au vu des sondages, que le Rassemblement national aurait un peu plus de députés. Que le RN, quand même, sort renforcé de la séquence. Le RN sort renforcé de la séquence face à un bloc de la majorité présidentielle décrédibilisé et à une gauche divisée. Donc le RN sort plutôt grandi et notabilisé de la séquence. Mais on peut imaginer que le Front républicain resterait pour le moins efficace et permettrait que le RN n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale si il y avait des élections législatives sous peu. Donc finalement, ça reproduirait le même problème. Le Big Bang, dans l'esprit des Français, pour rebattre profondément les cartes des rapports de force politiques, c'est la démission du président de la République. Autre phénomène soutenu, d'ailleurs, j'invite les lecteurs du Figaro et les auditeurs, les téléspectatrices et téléspectateurs du Figaro TV à lire la tribune et l'analyse de Christophe Devogue sur le site du Figaro, qui lui prévoit précisément un scénario complètement inverse. Ce serait l'article 16 que pourrait déclencher le président pour pouvoir sortir de la situation actuelle. Article 16 qui lui accorde les pleins pouvoirs. Effectivement, on n'a pas besoin de faire de sondage pour savoir si les Français soutiennent cette solution ou pas, mais effectivement, c'est un levier constitutionnel. Un autre phénomène qui est soutenu, et ça c'est assez intéressant et frappant, c'est qu'il y a un mouvement c'est un mouvement très redouté par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, c'est le mouvement Bloquons-Tout qui reçoit un soutien massif de l'opinion. Est-ce que, là aussi, l'opinion n'est pas un peu polarisée sur cette question-là ? Oui, alors l'opinion est polarisée, mais néanmoins, on a quand même une majorité de Français, 56% des Français, qui disent qu'ils le soutiennent. Pourquoi ? Pourquoi ils le soutiennent ? Parce que c'est des revendications qui font écho aux difficultés que peuvent rencontrer les Français, à l'aspect maltraitant socialement des mesures budgétaires qui ont été proposées. Donc ça trouve de l'écho auprès des Français. On a même 44% de soutien auprès des sympathisants LR. On a des soutiens élevés chez les sympathisants LFI et RN naturellement, mais aussi PS et écologistes. 56% de soutien, c'est élevé, mais il faut préciser que si on compare avec des taux de soutien à d'autres mouvements sociaux précédents, c'est plutôt bas. C'est 10 points de moins que ce qu'on observait pour le mouvement des retraites en 2023, 15 points de moins que ce qu'on observait pour le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et puis surtout, c'est quand même un mouvement qui est privé de visibilité aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de dénominateur commun entre toutes ces personnes qui se sont mobilisées sur Internet. Et puis c'est un mouvement qui est devenu sans cause. C'est-à-dire que finalement, c'est un mouvement qui s'est créé dans la contestation d'un budget qui ne sera pas voté. Donc il y a quand même le problème de la cause qui se pose. Et puis il y a le nom, Bloquons-Tout, qui peut mettre à distance une partie des Français qui ne sont pas fans des blocages et que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à les inquiéter. L'attachement à la stabilité restait fort chez les Français. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on demande aux Français s'ils sont favorables à une dissolution ou à un simple changement de Premier ministre, alors... le souhait de dissolution est majoritaire,
Mais on voit bien que dans l'arc central, et ça va des écologistes et du PS jusqu'aux républicains, il y a une préférence pour un simple changement de Premier ministre. Les basculements de régime, ça inquiète une partie de l'électorat parce que ça pose des problèmes d'ingouvernabilité, mais pas que. Parce que ça creuse le déficit public, qui est un sujet qui inquiète particulièrement les Français, à l'heure où la note de la France va être encore réévaluée. Merci beaucoup Erwan Lestrand d'être venu nous expliquer ces chiffres, toujours avec beaucoup de faconde et beaucoup d'esprit de synthèse. C'est toujours intéressant et d'entendre vos éclairages. Le sondage, bien évidemment, est à retrouver sur le site internet du Figaro, est à retrouver sur le site d'Odoxa et de Backbone Consulting. J'ajoute que, bien évidemment, on va suivre toute cette journée cruciale qui débutera lundi après-midi par le discours de François Bayrou. On sera en émission spéciale pour Point de Vue dès midi et également une soirée spéciale à l'issue du vote de 21h30 à 23h30 à retrouver sur le Figaro TV. Merci beaucoup Erwan Lestrand d'être venu en tous les cas nous montrer et nous décrypter ces chiffres. On va parler des chiffres encore, mais à travers les lettres modernes et classiques, celles des grands auteurs qui s'intéressent à l'économie et à la richesse, à l'opulence, aussi à la misère et au travail. Anne de Guigné, grand reporter au service économie du Figaro, a compulsé tous les livres. Elle en a sorti la substantifique moelle concernant justement les richesses et l'économie, suivant en cela le modèle du grand acteur, du grand comédien Fabrice Lucchini. Qui s'appelait « Les écrivains parlent d'argent » parce que j'avais eu une idée après la crise de 2008 de cette espèce de crise où on disait que si le week-end prochain Nicolas Sarkozy trichait et Merkel ne réinjecterait pas, eh bien toutes nos économies s'effondreraient. Bon, alors j'avais une passion pour cette époque de 2008 qui a provoqué une anxiété généralisée sur nos petites économies. Et au Figaro, on a le droit de dire qu'on est un peu attaché à nos économies. Et donc, j'ai fait un spectacle pendant 3 ans. Et l'impulsion de ce spectacle, c'est Dominique Régnier qui m'avait dit « il ne faut pas faire un spectacle sur la crise économique, c'est pas intéressant. Par contre, j'ai une idée. Tu devrais faire un spectacle. Les écrivains parlent d'argent. C'est sympa, parce que c'était beaucoup. Alors, Anne de Guigné n'a pas fait un spectacle, elle a fait un livre, mais effectivement, c'est les écrivains parlent d'argent. En plus, elle les a lus, elle nous donne envie de lire. C'est formidable. Merci beaucoup. Oui, c'est pas toujours le cas, donc on peut le souligner. Quel est l'auteur, Anne, qui parle le mieux de la situation actuelle ? Eh bien, Vincent, peut-être, en fait, étonnamment, ce serait Thucydide. Enfin, c'est le premier. Bon, Thucydide, évidemment, je dis ça, c'est un peu pour faire chic. Ouais, mais c'est un peu pour faire chic de répondre d'emblée Thucydide. Mais c'est le premier, en tout cas, qui parle de finances publiques. C'est le premier auteur. Donc, il parle évidemment de Périclès. Vous savez, Thucydide, c'est la guerre du Péloponnèse. Et ce qui est vraiment intéressant, et c'est le cas d'ailleurs dans tous les auteurs, moi, ce qui m'a fasciné, c'est son regard donc, sur l'actualité économique de son temps, évidemment, et sa capacité à comprendre que les choix de Périclès sont innovants, et notamment parce que Périclès était le premier qui a compris donc, que la puissance politique était liée à la puissance économique et à la solidité budgétaire, et donc il a imposé aux Athéniens une caisse de réserve. Il a bien compris qu'on ne pouvait pas, il fallait pas dépenser entièrement ce qu'on avait gagné. Avant, vous savez, on voit bien dans l'Iliade et l'Odyssée, il y avait l'idée, quand vous aviez besoin, grosso modo, c'était même pas de l'argent, de richesse, il fallait faire une guerre, vous ramassiez les butins, vous les dépensiez, puis quand il n'y avait plus rien, hop, nouvelle guerre pour des nouveaux butins. Et là, il se dit non, il faut se projeter un peu et faire ça différemment, avoir une caisse de réserve, et on ne prend que les dividendes. C'est formidable parce que vous parlez de Thucydide, qui est le premier à théoriser à travers son récit des œuvres de Périclès le fait de maintenir un budget. Et on se pince pour se dire que c'est en Grèce qu'on a écrit ça, c'est-à-dire le pays européen où dernièrement il y a eu quand même le FMI et où les comptes publics, qui est le modèle des pays européens où les comptes publics sont partis à volo. Oui, enfin je ne sais pas si
les pauvres responsables politiques, oui, c'est le lien entre Thucydide et les responsables politiques du 21e siècle, oui, en effet. En tout cas, il y a eu un hiatus, mais plutôt, remarquons qu'aujourd'hui, la Grèce fait beaucoup d'efforts, est en train de revenir, a repris ses origines et devient tout à fait à la hauteur de ses grands auteurs, puisqu'elle est en train tout à fait de redresser ses comptes. Non, donc la Grèce a eu un petit moment d'écart, assez important, c'est vrai, mais aujourd'hui, a retrouvé le bon chemin. Quel auteur vous conseilleriez à François Bayrou ? C'est un grand lettré. C'est un grand lettré, non. François Bayrou connaît bien tous ces sujets. Pour les défis actuels, écoutez, moi je trouve sur l'économie quand même, c'est Balzac qui reste vraiment le plus fascinant, parce que tout est décrit, à la fois l'efficacité du capitalisme. Et d'ailleurs, chez Balzac, tous les personnages qui réussissent jouent à fond le jeu justement de la logique de l'intérêt, marchent très bien. Mais on voit aussi le coût que ça peut avoir sur leur vie personnelle. Donc c'est très intéressant. Vous avez ce balancier. Il n'y a pas de jugement. C'est parfois les écrivains sont un peu préemptoires, un peu extrêmes dans leur horreur du capitalisme. Et Balzac, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas du tout horreur du système. Le système l'intéresse. D'ailleurs, lui-même a été entrepreneur. Il a monté beaucoup d'affaires. Mais il reconnaît l'efficacité du capitalisme. Donc quelque part, il y a une louange. Mais il voit bien la faiblesse humaine face à ces nouveaux mécanismes. Effectivement, quand on conseille de lire Balzac, on dit que Balzac est formidable parce qu'il apprend vraiment à monter une imprimerie, à gérer un journal. Et tout ce qui est dit, en tous les cas, les experts s'accordaient, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit est crédible. Donc on peut vraiment puiser dans son ouvrage. Oui, crédible évidemment. Pour l'époque, hein, on ne conseillera pas à un entrepreneur d'aujourd'hui, mais lui-même a lancé beaucoup d'entreprises, Balzac, donc c'est très très précis. Hein. Il parle exactement de ce qu'il connaît. Est-ce que, et à l'inverse, on disait, alors ça vous avez pu le voir, parce que vous avez lu les deux, et vous avez en plus toute votre culture de sciences économiques qui permet de le confronter. Est-ce que, par exemple, on disait par exemple que Zola, les théories sur lesquelles s'appuyait Zola étaient complètement foireuses? Non, je ne suis pas sûre. Zola, c'est très intéressant. Ce Zola, de loin, évidemment, on se rappelle surtout de Germinal et ses critiques très sévères du capitalisme, et qui s'expliquent. Hein. Zola est allé dans les mines du Nord à une époque où les conditions de travail étaient absolument effroyables, avec des enfants qui travaillaient toute la journée, énormément de mortalité ouvrière, des gens qui étaient vraiment traités mais quasiment comme des animaux. Hein. C'était incroyable, qui ne pouvaient pas vivre, donc qui travaillaient en permanence et qui ne pouvaient... Et Zola raconte ce qu'il a vu. C'était la réalité de l'époque, pas du tout dans toutes les usines, mais dans certaines usines, vraiment qui étaient gérées de manière épouvantable, où les gens ne pouvaient travailler sans arrêt et ne pouvaient pas nourrir leurs enfants de leur travail. Donc ça, et Zola, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que son premier grand roman économique, Au bonheur des dames, est plutôt... dans le quartier où se trouve le film. Voilà, tout à fait, est plutôt très positif envers le capitalisme. Et vous savez, Octave Mouret, le patron du Bonheur des dames, est en fait un personnage plutôt sympathique. Et d'ailleurs, Octave Mouret va en permanence accroître son magasin. Ce n'est pas par l'appât du gain, c'est une espèce d'instinct vital, la joie de l'activité, de grandir. Et c'est un personnage assez lumineux dans Le Bonheur des dames, qui a ses failles, bien sûr. Et d'ailleurs, Zola était le fils d'un ingénieur saint-simonien. Bon, il a perdu son père quand il avait 7 ans. On peut préciser qui était Saint-Simon, qui n'était pas le mémorialiste de l'époque de Louis XIV. Non. Saint-Simon, c'est quelqu'un qui est fascinant au début du 19e siècle, donc qui a une réflexion étonnante, qui voit l'industrie arriver, les prémices de l'industrie, et qui est complètement fasciné, et qui va inventer une nouvelle religion industrielle, qui a l'idée que c'est l'industrie qui peut faire le bonheur, des hommes. Donc à la fois, il aime bien le christianisme. Il se dit que le christianisme est très dépassé par ces nouveaux enjeux du capitalisme. Donc, il faut un peu moderniser le christianisme. Donc, il fait une espèce de méli-mélo, mais qui est fascinant. Hein, c'est brillant, mais, un peu étonnant vu d'aujourd'hui. Donc, il essaye d'inventer une nouvelle religion en disant, vraiment, on va confier une religion de l'industrie, donc de moderniser le christianisme pour le mettre dans le cadre capitaliste. Donc c'est voilà. Pardon. Et Léon XIII a fait l'inverse avec Rerum Novarum quelques voilà, années évidemment, plus tard. Léon XIII, d'ailleurs, c'était son boulot de ne pas se dire qu'il ait tout abandonné. Oui. Et a puisé dans la sagesse de l'Église pour fonder ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, qui continue aujourd'hui. La littérature et l'économie, ça fait vraiment bon ménage? Oui, ce serait que le préjugé commun, c'est de se dire...
mais les écrivains, ils sont sur leur Aventin, ils ne connaissent rien, toutes ces histoires économiques, ces intellectuels un peu perchés. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Déjà, beaucoup s'y intéressent de très près, avec une tension sociologique. Les écrivains dont on parlait du 19e, c'est très impressionnant. Ils ont vraiment eu une recherche de comprendre ce qui se passait dans la société. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une vogue, peut-être, bon, on ne va pas généraliser, mais il y a peut-être une tentation un petit peu plus narcissique de la littérature, de vraiment parler de son destin individuel. Mais souvent, mais quand même, beaucoup des grands romans, moi, je pense que quand même tous les écrivains essayent de dire quelque chose de la condition humaine et se posent la question de savoir à quel point les trajectoires individuelles sont touchées par l'environnement matériel. Donc, ils ont un regard toujours sur l'économie, très souvent. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, on voyait tout à l'heure Fabrice Lucchini en préambule de votre entretien, qui a rencontré un grand succès, bon, lié bien sûr aux qualités et au génie du comédien, mais également à la thématique. Et ce qui est intéressant également, c'est que, et là vous le démontrez très bien, vous le racontez très bien à la fin de votre livre, puisqu'il est chronologique, combien il y a des auteurs modernes. Vous parlez bien évidemment de Michel Houellebecq, mais également de Nicolas Mathieu, qui évoque la situation actuelle de façon très intéressante. Regardez, ce qui était assez frappant, l'auteur anglais Jonathan Coe, qui raconte également l'évolution également sociologique de l'Angleterre actuelle. Oui, Jonathan Coe, ce serait un peu la... Bon, les équivalences, c'est toujours un peu rudimentaire, mais ce sera un peu le parallèle, en effet, de Nicolas Mathieu. C'est un roman donc, sur le Brexit, sur le cœur de l'Angleterre, et qui est vraiment... et c'est assez génial, parce qu'il n'y a pas de posture morale. Tous les personnages, il n'y a pas les ploucs qui ont voté le Brexit et les gens intelligents. Il raconte ces mutations, il y a des personnages très intéressants. Il y a notamment un vieux monsieur retraité qui a été dans l'industrie, qui voit la fermeture des usines et qui ne comprend pas en fait qui voit que son ancienne usine est devenue un centre commercial. Le héros, il y a un type un petit peu lunaire qui regarde tout ça de loin. C'est un roman magnifique et très intéressant pour comprendre la désindustrialisation. Et notamment en France, ça a donné aussi... façon un peu décalée, les gilets jaunes et tous les votes qu'on dit extrêmes aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand on lit Le cœur de l'Angleterre, on comprend beaucoup mieux le mécanisme du Brexit. Oui, tout à fait. Des choses qui peuvent échapper. C'est vraiment le grand roman du Brexit, et ça parle à toutes les démocraties occidentales aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu son Brexit, mais on est toutes les démocraties sont quand même traversées par les mêmes tensions identitaires. Et une fois de plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas un jugement péremptoire. Voilà, il explique les points de vue de chacun, et ça permet en effet de comprendre. Au départ, écrivez-vous, la Bible a une vision assez riche finalement de l'économie et assez variée. Oui, l'économie est très présente dans la Bible. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Donc moi, je me suis concentrée sur la Genèse, parce que là, c'était déjà un grand boulot, mais je me serais complètement dispersée si j'avais eu l'ambition de commencer avec toute la Bible. Et oui, et donc l'économie est présente tout au long de la Bible, avec des transactions, des bergers qui accroissent leurs troupeaux. Vous avez bien sûr l'histoire impressionnante de Joseph, qui est un excellent ministre des Finances de Pharaon, et qui est assez impitoyable, qui accroît les richesses de Pharaon de manière très... D'un autre côté, il a été vendu par ses frères. Il a un peu struggle for life. Voilà, donc il a appris à se battre, et il sait qu'il ne faut rien lâcher, parce qu'en effet, lui-même a subi la loi. Ses frères, pour gagner un peu d'argent, l'ont vendu. Bon, ce qui est déjà un progrès, ils ne l'ont pas tué. Donc c'est déjà un début de progrès dans la Bible. Et non, l'argent est très présent, et ce qui dit quelque chose d'ailleurs, et pour rebondir sur le succès du spectacle de Fabrice Lucchini, et évidemment l'argent est au cœur des passions humaines. Zola dit qu'il y a deux leviers qui font avancer le monde, l'argent et l'amour. Bon, et ils sont dans tous les grands textes depuis toujours. Donc, et l'argent et l'amour ou la sexualité sont aussi très présents dans la Bible. Et l'argent est... dans l'œuvre de Zola aussi. Voilà, il est partout. Le dédain de Peggy pour l'argent vous a inspiré? Le dédain de Peggy, oui, j'ai cité Peggy dans le chapitre sur Dostoïevski, qui est assez proche. Et c'est une espèce de... mais d'ailleurs, c'est une critique morale qu'on retrouve tout au long des siècles, et évidemment qui est plus fort à cette époque-là, puisque le capitalisme a gagné en puissance et commence à vraiment transformer la société. Et ce qui est très intéressant chez Peggy, comme chez Dostoïevski, c'est ce regard en fait sur la pauvreté, l'idée que la misère est effrayante, mais que la pauvreté
donne aussi donc il fait vraiment cette distinction et que le pauvre est une lumière pour le monde. Je crois que c'est plutôt Dostoïevski qui dit ça. Et avec l'horreur de dire qu'on va essayer de traiter la pauvreté uniquement par des mécanismes de politique économique. Vous savez, au départ, c'est le début de la politique économique en Angleterre. Et donc avec cette idée... Enfin, moi, je trouve ça fabuleux, hein, cette idée d'essayer d'aider tout le monde, d'avoir des politiques sociales. Mais évidemment, pour ces écrivains, qui ont cette sensibilité presque spirituelle à la figure du pauvre, qui doit être une figure dans la société, une figure pour essayer d'élever tous les autres. Donc, eux, ils ont ce regard spirituel sur la pauvreté. Et il ne faut pas demander, je pense qu'il ne faut pas opposer l'économiste, son regard, lui, c'est l'idée d'essayer d'éradiquer la pauvreté. Et moi, je comprends les deux. C'est quand même très forte à la fin du 19e siècle, notamment Napoléon III, qui fait un livre sur l'extinction de la pauvreté, hein, l'extinction du paupérisme. Et donc, c'est très intéressant. Donc, il y a une critique de ces écrivains à dimension, donc, qui sont assez qui ont une dimension assez spirituelle ou religieuse dans leur œuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux regards. Et les deux sont intéressants. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'économie. Et je trouve que c'est fascinant aussi de voir cet effort, ce qui a été fait concrètement, évidemment, pour éradiquer la pauvreté. Mais on peut aussi entendre justement la figure d'un Péguy qui parle de la place du pauvre dans la société, tout en souhaitant qu'il y ait moins de pauvres. Il y a un point très intéressant, Anne de Guigné, c'est que votre étude, bien sûr, et votre voyage commence avec la Bible, mais elle commence également avec ce qui constitue la base de la culture et de la littérature occidentale, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Et Homère, en revanche, marque une forme d'indifférence aux échanges économiques, encore que. Et pourtant, c'est là qu'on trouve l'étymologie de ce mot, parce que dans Homère, on a des grandes demeures qui s'appellent les maisons. En grec, c'est loikos. Oui. Et la loi de la maison, ça donne ce mot qui s'appelle économie. Oui, tout à fait, Vincent, c'est intéressant. Et puis ce qui est fascinant aussi, et ça c'est vraiment une des découvertes que j'ai fait en écrivant ce livre, c'est que dans la Bible, vous avez beaucoup d'argent, de monnaie, sonnante et trébuchante, la fameuse vente de Joseph par ses frères dans la Genèse contre des pièces. Et la monnaie a disparu de chez Homère. Il n'y a aucune référence, il n'y a plus d'argent. Quand vous faites des transactions, vous vous donnez des objets précieux. Homère adore les objets précieux, il les décrit très longuement. Et donc, donc dans toutes les transactions importantes de la vie, les mariages... On est plus dans la liquidité, tandis que chez Homère, on est plutôt déjà dans le bitcoin, en fait. Non, mais et puis ça correspond, pas bien vu, mais ça correspond à ce que disent les historiens pendant quelques siècles. Dans la Méditerranée, l'argent a disparu. Et donc, c'est la monnaie, voilà, monnaie. Évidemment, il y avait des échanges, mais donc c'était des objets qu'on échangeait. Lors d'un mariage, chacun apporte des objets, quand vous voulez, des transactions. Et ce qui est très intéressant, puisqu'on parlait de la doctrine sociale de l'Église tout à l'heure, et il y a, je pense à Benoît XVI, qui a fait une des dernières grandes encycliques sociales, Caritas in Veritate, qui expliquait que ce qui est à l'origine et ce qui est au cœur de l'économie, c'est non pas l'échange, le payant, mais la gratuité. Et en vous lisant... Et en lisant précisément ce que vous dites sur Homère, c'est un petit peu l'idée qui vient à l'esprit. Ce que vous dites, au fond, ce qui les intéresse, c'est de se faire des cadeaux. Oui, enfin, c'est des cadeaux, c'est aussi des rapports de force. Hein. On n'est pas vraiment dans la gratuité, c'est vraiment le plus fort, le plus violent, qui ramasse tout le monde. Les femmes sont mises en esclavage, les hommes sont tués. Bon, non, je ne prendrai pas les mœurs... C'est épouvantable quand vous racontez Tristan et Iseux, d'ailleurs. Les mœurs de l'époque. Le destin de la pauvre Iseux. Oui, c'est des mœurs complètement quand même... oubliées. Et ça, c'est pas sous l'Antiquité, mais c'est au Moyen-Âge. On n'est pas tout à fait, je pense, dans la gratuité de Benoît XVI. Non, c'est des mœurs très violentes, mais avec l'idée de... Voilà, donc quand vous gagnez une bataille, c'est la guerre qui vous permet. Quand vous gagnez une bataille, hop, vous remportez le butin, tout le monde. Et puis, vous êtes un peu plus riche. Rapidement, pour mieux apprendre l'économie, mieux vaut passer par la littérature ou un beau gros manuel bien lourd et bien compliqué de sciences économiques? Il faut les deux, Vincent, je ne peux pas trancher, il faut les deux. La prospérité est un bienfait tardif, c'est ce que vous apprendrez en lisant Tout l'or du monde. De l'Antiquité à nos jours, les écrivains qui racontent notre économie. C'est un magnifique travail servi par une plume humble et à une érudition époustouflante. De quoi réconcilier les obsédés des chiffres et les amoureux des lettres. Votre livre est absolument passionnant. Il est à lire aux éditions Presse de la Cité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une émission spéciale, un point de vue spécial, et toute l'après-midi, on suivra bien évidemment les débats à l'Assemblée nationale et une émission spéciale lundi soir de 21h30 à 23h30. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur le Figaro TV.